Salut les poolers et bienvenue au Dump and Chase de la semaine, épisode 18 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur et la princesse des films, la reine des chases, la belle et la dump, Blanche-Neige et les 7 chases, Guigui, la princesse au chase dumpant Corbeau. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Corbeau, comment ça va? Ça va bien. Merci de me mettre dans cette ambiance des fêtes avec les 675 poupées que ma fille va recevoir à Noël. Tu me mets ça d'avance, un petit jour d'avance. J'apprécie. Ça me fait plaisir. Je vais même offrir une de ces poupées-là à ta petite fille pendant le temps des fêtes. Cette semaine, à l'épisode, on va vous conseiller 4 joueurs à dumper dans le fond de votre pool et 4 joueurs à aller chasser pour récupérer l'écart qui vous sépare de la tête du classement. Mais, petit spécial, cette semaine, on va aussi parler des 2 gros trades qu'il y a eu dans la Ligue nationale de hockey parce que on n'a pas le choix d'en parler. Mais avant toute chose, si vous aimez nos contenus et nos conseils qu'on vous donne, eh bien, allez vous abonner à nos pages YouTube, Instagram et TikTok, Spotify aussi. Allez nous écrire commentaires, DM, ça va nous faire plaisir de vous lire à 100 Pool Podcast. Ça nous fait toujours plaisir, honnêtement, de vous lire et de vous conseiller lorsque vous avez soit des trades ou des questions. On aime vraiment ça, puis ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Surtout qu'on Aussi, essaie de... si vous n'êtes pas d'accord qu'on échange Sidney Crosby, ça aussi, vous pouvez nous le dire. Vous nous l'avez dit, en fait. Ah, et puis honnêtement, ça nous fait plaisir de vous lire. On voit qu'on peut créer la polémie. On essaie de vous expliquer le plus possible nos raisonnements. Mais au bout du compte, on aime quand même ça de vous conseiller le mieux possible. Puis on espère qu'on va vous aider à gagner votre pool cette année. Comme je disais, on va commencer aujourd'hui en parlant des 2 gros trades qu'il y a eu dans la Ligue nationale de hockey. Et un premier trade qui a été, écoute, un tremblement de terre à travers la Ligue nationale de hockey, même si tout le monde s'y attendait un tout petit peu à ce que Quinn Hughes soit échangé. Tout le monde savait qu'il allait sûrement partir à un moment donné de Vancouver, mais je pense qu'il n'y avait pas grand monde. Il y a une personne qui l'a vu, qui l'avait tweeté, qui disait qu'il allait partir euh, au Minnesota contre Marco Rossi, Liam O'Gren et Ziv Bouyoum, de qui on a parlé la semaine dernière, justement. Donc, on va en profiter tout de suite. On va discuter de ce trade-là et par après du trade Jarry et Skinner. Comment ça va affecter vos pools pour le restant de l'année. Guillaume, c'est quoi, tu sais, vite, Quinn Hughes, comment tu analyses un peu ce trade-là? Est-ce que, vu que Quinn Hughes arrive dans un nouvel environnement qui est ultra offensif avec des vraies vedettes comme Kaprizov, ça va l'aider justement dans son pool ou il peut pas aller plus haut que ce qu'il faisait déjà? Ben, je pense qu'il peut aller chercher quelques points de plus. Il n'y avait quand même pas eu de points ces 5 ou 6 derniers matchs à Vancouver. Fait que c'est sûr que ça a peut-être envoyé un message à la haute direction des Canucks de l'échanger plus rapidement. Mais tu sais, Quinn Hughes a déjà joué avec des équipes qui étaient offensivement assez dominantes. Là. Quand il jouait avec les Canucks, il y avait quand même, à l'époque, Bo Horvat, Peterson avait des saisons de 100 points. Brock Besser avait des bonnes saisons aussi. Il y avait quand même du talent là, du côté de JT Miller, que j'oubliais. Il y avait quand même Mhm. du talent chez les Canucks et il avait cet avantage numérique-là. Je pense pas qu'il va y avoir de grands écarts par rapport à ce qu'il nous donnait auparavant. Je veux dire, il y a comme there's so much you can do quand tu fais 85 points dans une saison comme défenseur. Est-ce qu'il peut aller chercher un rythme de 90? Bon, c'est pas impossible. Par contre, le Wild n'ont pas une profondeur extraordinaire offensivement. Il y a un trio là, qui est très, très bon, de Matt Boldy avec Kaprizov. Présentement, c'est Daniela Yurov qui joue au centre, mais des fois, c'est Eriksson Ek. Bref, c'est quand même mince offensivement. C'est pas Vladimir Tarasenko là, qui va engraisser la fiche de Quinn Hughes. Mais bon, Quinn Hughes et Quinn Hughes, je veux dire, tu échanges probablement le deuxième meilleur défenseur offensif de la Ligue. Je pense pas qu'il va y avoir des impacts là, majeurs dans son cas, mais il n'y a pas de régression. Ça n'a pas un impact négatif. Ce qu'il aurait pu avoir s'il avait été échangé au fameux Devils du New Jersey, qui était probablement l'équipe front-runner là, dans la tête de la majorité des gens, parce qu'il y avait peut-être plus de défenseurs offensifs dans cette équipe. On n'a qu'à penser à son frère, à Simon Nemec, Doug Hamilton, quand même des gars qui sont capables de faire circuler la rondelle. Donc, voilà, c'est un peu ça là, pour ce qui est de Quinn. Pas à la hausse, pas à la baisse, ça demeure un défenseur qui est presque inéchangeable dans des poules d'hockey. Fait que tu ferais pas des pieds et des mains non plus pour aller le chercher parce qu'il serait soit
si on veut, dans une meilleure situation en ce moment. Ben, je veux dire, je ferais des pieds et des mains pour l'acheter quand il était chez les Canucks aussi. Là. Je sais, c'est. C'est ça, Je, exact, je exact. l'aurais fait anyway. Sa valeur n'est pas plus élevée qu'elle ne l'était déjà. Je sais, elle était déjà quasiment au maximum. Là. Fait que, Mais est-ce qu'un des trois retours en Ziv Bouillum, Marco Rossi ou Liam O'Gren dans leur nouvel environnement chez les Canucks de Vancouver, est-ce qu'il y en a un qui t'inspire un peu plus? Est-ce qu'il y en a un autre que tu y toucherais pas? Je vais peut-être t'entendre sur Ziv Bouillum pour commencer, vu on avait dit peut-être de le dumper la semaine dernière, ou du moins d'y jeter un bon coup d'œil à peut-être le dumper. Écoute, il est arrivé à Vancouver, un but, deux passes, ou un un but de but, une passe. passe, je pense. Un but, une passe, 2 points en power play. Sorti fort là, pour ce premier match. Ah, c'est sûr que ça part bien. Je lui donnerais une deuxième chance. C'est-à-dire qu'avec le Wild, il avait perdu l'avantage numérique. Là, il était en alternance en avantage numérique avec Jared Spurgeon depuis presque 3 semaines. Puis dans les 4 ou 5 derniers matchs avec le Wild, il n'avait plus le premier avantage numérique. De là, l'idée de le dumper, c'est un joueur qui ne tirait pas beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'au Minnesota, on lui préférait une passe à un gars comme Kaprizov? Justement, est-ce que c'est le patron de jeu était différent? Là, il arrive dans un nouvel environnement. On va lui redonner l'avantage numérique. Il y a quand même Philippe Hronek là, qui est capable de faire ce travail-là à Vancouver, là, si jamais Bouillon a de la difficulté, mais on va lui donner toutes les chances de se faire valoir. Bouillon, son temps de glace avait un petit peu diminué aussi avec le Wild. Là, il jouait en début de saison plus du 20, 21, 22 minutes. Là, il descendait plus à du 16, à du 17. C'était pas catastrophique, mais fait que là, c'est sûr qu'avec les Canucks, il va avoir une chance supplémentaire de se faire valoir. Donc, je serai patient, mais j'ai quand même mes réserves par rapport à Ziv Bouillon pour cette année. Il OK. tirait pas assez. Fait qu'il faut qu'il tire vraiment plus pour devenir, pour redevenir très, très pertinent. Mais sa valeur, elle ne peut pas être, était à la baisse depuis quasiment un mois et demi. Elle est revenue un petit peu plus à la hausse, mais je ferai pas des pieds et des mains maintenant pour aller chercher pour gagner cette année. Je me garderai une petite gêne. Tu as parlé de Liam O'Gren, là, je comprends que c'est un ancien premier choix, Liam O'Gren, mais bon, j'ai lu à plusieurs endroits là, que Quinn Hughes avait été échangé contre 4 premiers choix parce qu'il y a un choix là, pour l'année prochaine. Mais tu sais, Liam O'Gren, c'est comme c'est un gars de plus de 3 4e trio là, Ouais. dans une formation. On va tenter de le mettre avec Lekerimaki, avec qui il y a déjà eu une belle connexion entre les deux. Mais tu sais, Lekerimaki, c'est pas non plus un joueur de premier plan encore, à moins qu'il s'il le devient un jour. Donc, je me garde vraiment des réserves sur Ogren. Si vous l'avez dans votre réserve, tant mieux, mais je ne ferai pas, encore une fois, des pieds et des mains pour aller le chercher. Il n'y avait aucun point en quasiment 20 matchs avec le Wild. Il jouait ni en avantage numérique, ni en désavantage. Fait que, tu sais, Ah, il jouait 10 minutes, c'est ça. Il y avait pas le temps de glace. Je pense que Liam O'Gren, ce qui c'est va le être Joe intéressant, c'est Veleno du plus. Wild. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est juste parce qu'on lui donnait pas de la place. Puis je pense qu'à Vancouver, il y aurait peut-être cette place-là, mais il est pas pertinent maintenant. Il est pas pertinent à moyen terme. Jeter un coup d'œil pour voir si on va lui donner les minutes, si on va lui donner le bon déploiement. Mais pour l'instant, passons à Marco Rossi, qui lui, je vais être curieux de voir si pour toi, il peut prendre Absolument. un peu plus de valeur dans tes poules de hockey. Le plus gros enjeu qu'on avait avec Rossi, c'est qu'il ne jouait pas en avantage numérique. On lui préférait Eriksson Ek, Boldy, Zuccarello et Kaprizov, et évidemment Bouillum et ou Spurgeon à la défense. Donc, il n'avait pas accès à ce premier avantage numérique-là. De ce qu'on a vu du premier match contre les Canucks, avec les Canucks, pardon, c'est qu'il va avoir ce premier avantage numérique-là. C'est pas un gros joueur de centre, c'est pas le premier joueur de centre des Canucks. On va continuer à tout faire pour que Elias Peterson se relance. Peut-être que Rossi Exact. fait partie de la solution parce que c'est un bon passeur, puis Peterson a quand même toute une Bon tir. bine. Il a un très, très bon tir. Donc, oui, Rossi, je trouve que c'est un bon joueur. C'était quand même un joueur de centre d'une 60aine de points. Là. Fait est-ce qu'il peut atteindre des nouveaux Ouais, non. sommets avec les Canucks? Je ne le sais pas. Je lui souhaite. Est-ce qu'il pourrait faire un rythme de 70 cette année? Rien n'est possible. J'ai de la misère à croire que ça va avoir un effet archi négatif sur lui. Je comprends qu'il perd Kaprizov ou Boldy, mais ça demeure un joueur qui doit performer offensivement et on va le mettre dans les meilleurs. Tu sais, les Canucks ont tout avantage à ce que ces joueurs-là se développent. Donc, on va les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils le fassent. Euh, Why not, le Rossi? C'est un bel ajout, mais encore une fois, c'est un peu comme Bouillum. Je ne ferai pas des pieds et des mains pour aller les chercher cette année. C'est comme un échange où est-ce que tous les joueurs qui sont échangés vont avoir soit une valeur à la hausse avec un gros niveau de risque, Exact. ou bien c'est Quinn Hughes. Bon. Est-ce qu'il y a un joueur, selon toi, des équipes pour lesquelles qui vont être des coéquipiers, mettons, de Marco Rossi, ou je pense à Brock Faber, par exemple, qui va être jumelé à Quinn Hughes, qui a déjà eu un point avec Quinn Hughes.
Est-ce que tu penses qu'il y a un joueur comme lui ou Connor Garland ou d'autres à Vancouver ou au Minnesota vont profiter de ces échanges-là? Ben, je pense que chez les Canucks, je pense pas qu'il y ait grand personne qui va profiter de l'absence de Quinn Hughes, peut-être Philippe Hronek à la limite, mais encore là, tu sais, j'ai pas une boule de cristal à savoir si Hronek va s'épanouir offensivement sans Quinn ou bien si c'est Quinn Hughes qui lui permettait d'être bon offensivement. Est-ce que c'est feu Exact. Mike Commissarek qui paraissait très bien aux côtés d'Andrei Markov ou est-ce que au contraire, il était un peu étouffé offensivement? De l'autre côté, chez le Wild, difficile de dire que ça n'aura pas d'impact sur l'avantage numérique, là. Je veux dire, est-ce que Kaprizov peut être encore meilleur? Bon, difficile à dire, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur un gars comme Eriksson Ek, par exemple, qui joue dans le bumper, qui va avoir des retours? C'est sûr que ça va avoir un impact positif sur ces gars-là. Brock Faber, tu l'as nommé, c'en est un. Peut-être un impact négatif sur Jared Spurgeon, qui officiellement n'aura plus d'avantage numérique. Mais pour le reste, bizarrement, ils se sont échangés des joueurs qui avaient des rôles qui étaient semblables. Tu sais, Bouillum et Hughes avaient un rôle semblable, juste ils n'étaient pas aussi bons un que l'autre, mais le rôle dans l'équipe était semblable. Rossi va prendre une place chez les Canucks qui était pris par Philippe Hill, qui n'était pas particulièrement performant, donc ça peut-tu vraiment le nuire? Pas vraiment. Puis Liam O'Grant, ben, peut-être qu'il va voler la place d'un gars de quatrième trio, mais c'est sans plus. Fait que non, ça a pas vraiment d'impact. C'est un bon hockey trade dans les circonstances. Mais je pense que quand tu échanges Quinn Hughes, tu peux pas gagner. C'est plate, mais c'est ça. Passons maintenant aussi au deuxième trade qui a eu lieu, qui va avoir quand même de l'importance dans vos pools de hockey. Stuart Skinner et Tristan Jarry. Jarry qui arrive à Edmonton avec McDavid et Stuart Skinner qui lui arrive avec Sidney Crosby. Écoute, on peut tout de suite voir les premières performances de et Jarry et Skinner, puis peut-être faire une bonne déduction de à quoi ça va ressembler pendant le restant de l'année. Jarry a connu une bonne performance avec les Oilers, tandis que Skinner a eu une très mauvaise performance avec les Penguins. Ben, ça va être ça, probablement, là. Je veux dire, Skinner va continuer à être Stuart Skinner. Il ne sera pas meilleur que ce qu'il était avant, mais il y aura juste plus McDavid et Draisaitl en avant de lui. Ça va être Crosby et Raquel et Rust, Malkin étant blessé. Fait que c'est sûr que pour Stuart Skinner, sa valeur est très, très, très à la baisse. Est-ce qu'il va y avoir plus de départs peut-être qu'avec les Oilers? Ça me surprendrait, là. Tu sais, il n'est pas un très, très bon gardien de but, Stuart Skinner, soyons honnêtes. Et pour Tristan Jarry, ben, c'est le contraire. Lui, il va profiter du duo McDavid de Draisaitl. Ça va assurément l'aider. Remarque que moi, Tristan Jarry, je ne suis pas convaincu qu'il ait une si un upgrade, excusez l'expression, de par rapport à Stuart Skinner. Je pense que c'est un gardien peut-être qui techniquement est un peu meilleur. C'est quand même un gardien qui, l'année dernière, s'est ramassé dans la Ligue américaine parce qu'il n'était pas capable d'arrêter un ballon de plage. Difficile de croire que tout d'un coup, il est devenu un gardien de but élite. J'y crois tout simplement pas. Donc, ça va l'aider en termes de valeur, assurément. Est-ce qu'il peut aller chercher quelques victoires? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que Stuart Skinner? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que 50% des gardiens de but dans la Ligue nationale? Je ne sais pas. Voilà. C'est vraiment difficile à dire. Tu sais, Jarry, comme tu l'as dit, qui a failli aller dans la AHL, qui aurait pu être Il gratuit est pour les allé. Oilers. Il est allé l'année Oui, excuse, passée. qui est allé, mais qui aurait pu Pendant être. quasiment une quinzaine de matchs. Là. C'est un bon Ça a quand même échantillon. été long, là. Mais tu sais, je pense que ça montre à quel point les gardiens, quand ils sont en confiance, ça fait toute la différence. On le voit à Montréal avec Montembeault, par exemple. Tu sais. Je pense qu'un gardien de but peut planter comme autant il peut remonter très, 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 Ouais. très rapidement selon ses streaks. On est dans les dump and chase de la semaine. Est-ce que pour toi, on disait que Skinner était un joueur à aller acheter? Est-ce que maintenant, il est plutôt un joueur même à aller vendre ou dumper clairement? Puis Jarry, à l'inverse, est-ce que tu penses qu'on devrait aller le chercher parce qu'il est rendu dans une équipe comme Edmonton? Absolument. Jarry, c'est un gars à aller chercher. Ça, c'est indéniable. Pour cette Skinner, je serais patient. Là. Le dumper, c'est perdre toute sa valeur du jour au lendemain. Le vendre, ben, d'un coup qui va bien, tu te fais avoir. Fait que peut-être que dans 2 semaines, au retour des fêtes, là, je vais dire que non, dumper Stuart Skinner, mais pour le moment, je serais quand même patient. Tu sais, c'est un échange, peut-être que dans un nouvel environnement. C'est un hometown boy d'Edmonton. Peut-être qu'il va avoir moins de pression avec les Pingouins. Difficile à dire. C'est pas je pense pas qu'il est un bon gardien de but, mais des fois, une belle séquence, puis on change d'idée. Donc, Jarry, par exemple, c'est définitivement un joueur à aller chercher. Stuart Skinner, soyons patients. Skinner, pour moi, c'est le même. C'est un peu comme Rossi, c'est un peu comme William. Changement d'environnement, changement un peu d'équipe, de rôle. C'est quoi l'impact que ça va avoir sur lui? Soyons, Soyons soyons patients. patients. Et maintenant, passons au dump and chase de la semaine. Dump him.
Et premier joueur à aller dumper, c'est peut-être le joueur le plus salé de la Ligue nationale de hockey. Un joueur qui a lancé un regard foudroyant aux dirigeants des Canadiens de Montréal. C'est Shane Wright, like a diamond. Shane Wright du Kraken de Seattle qui, écoute, en ce début d'année, 12 points en 30 matchs. S'il y a des gens qui pensaient qu'il allait continuer sur son pace des 2 dernières années, pour l'instant, il est en régression avec un pace de 33 points cette saison. Shane Wright a toujours eu le même problème. Il tire pas assez au filet. Il ne joue pas assez non plus. Là, tu vas me dire, le déploiement qu'il a n'est peut-être pas optimal, mais l'année dernière, oui, il a fait un 19 buts, 25 passes, mais il avait quand même 21% de pourcentage de tir. Il aurait dû être plus une saison aux alentours de peut-être ça, 37, 38 points, ce qui aurait peut-être été raisonnable. Présentement, il est sur un rythme de 33. Donc, il y a vraiment quand même un écart considérable entre les 2 dernières années. Le problème avec Shane Wright, au-delà du fait qu'il ne tire pas, c'est qu'il ne joue pas avec de très, très bons joueurs. On en parle souvent du Kraken parce qu'ils ont tellement de cette profondeur-là de joueurs de 2, 3e trio. En fait, leur équipe n'est que ça. Qui fait que d'une semaine à l'autre, il y a des joueurs qui se démarquent et il y a des joueurs qui ralentissent. Et on a tous un peu des attentes envers ces joueurs-là. Puis il n'y a aucun joueur qui les atteint au final. De Matty Beniers à Chandler Stevenson à Mason Marchment, il y en a vraiment, vraiment plusieurs. Et en ce moment, Shane Wright, quand tu regardes avec qui il a joué cette saison, je vais te faire un décompte. J'espère que tu te tiens bien sur ta chaise, mais il a joué avec, et ça, c'est tout 10 ou entre 6, 5, 6% et 10% de la saison. Shane Wright n'a pas un trio avec lequel il a joué plus de 11% du temps. Pour vous donner une idée, là, le trio Suzuki, Caulfield, Slavkovski qui a été démantelé dans les derniers matchs ont passé plus de 65% du temps 5 contre 5 ensemble. Wow. C'est comme... Fait que c'est vraiment, vraiment énorme. Il a joué avec Mason Marchment et Ryan Winterton. Il a joué avec Capo Caco, Yanni Newman, Berkeley Catton, Eli Tolvanen. Et ensuite, on va avec Frédéric Gaudreau, il y a Jaden Schwartz. Et bref, c'est ça. C'est à peu près ça. Il n'a pas joué ni avec Matty Beniers, ni avec Jordan Eberle. Fait que, le point est, il ne joue pas avec des bons joueurs. Lui ne performe pas assez non plus. Et il est un peu malchanceux, veut pas. Chez le Kraken, ça va pas bien. On a de la misère à marquer des buts. Donc, tout ça ensemble fait qu'il n'y a pas une bonne saison. Il n'y a aucun indicateur qui démontre que sa saison va exploser. S'il lançait à 3 fois par match, je te dirais, ce n'est qu'une question de temps. Mais là, il joue 14 minutes, il lance 1,5 fois par match. C'est difficile de te sortir d'une torpeur, de revenir à un rythme de 50 points quand tu ne lances même pas 2 fois dans un match, puis que tu ne joues même pas 15 minutes. Fait que je ne vois pas comment Shane Wright peut revenir parmi des bons marqueurs. Et pour l'avantage numérique, il est sur une 2e vague. Il n'a pas accès à la première vague encore. Donc, franchement, je suis vraiment content d'avoir Juraj Slavkovski avec les Canadiens de Montréal. Je sais qu'on on va souvent le comparer, mettons, à Logan Cooley, parce que ça aurait dû être celui. Quand tu te compares, des fois, tu te consoles. Shane Wright, effectivement, je suis content qu'il soit là-bas. Puis c'est ça, on l'avait dit en début d'année, on vous l'avait dit, des équipes qui ont trop de trios des fois, que le talent est trop dispersé. Parfois, ça peut nuire à certains joueurs, puis c'est vraiment ça. Et on ne gagne plus. Là. À Seattle, on ne gagne plus. Là. C'est fini. Là. Ça va vraiment pas bien. C'est ça. C'est un peu à la hauteur de ce qu'on pensait aussi du Kraken. Quand tu regardes la formation du Kraken sur papier, c'est pas chic. Là. C'est pas ce qu'on. C'est pas une il manque un difference maker, vraiment. Puis, parce qu'à la défense, on a 1 ou 2 joueurs qui peuvent nous aider, mais à l'attaque, il manque un gars ou 2 de plus. Là. On pensait qu'un Matty Beniers aurait pu être ça, mais bon, c'est pas grave. Shane Wright, de toute façon, allez le dumper, passez au prochain appel. Dump his ass. Et le prochain appel à aller dumper, c'est un joueur des Blackhawks de Chicago, Teuvo Teravainen. Ma question est peut-être pas juste sur Teuvo Teravainen, mais peut-être sur tous les joueurs des Blackhawks de Chicago suite à la blessure de Connor Bedard qui est rendu sur le IR. Je pense même pas en ce moment qu'il y a un joueur qui peut venir bénéficier de la perte de Connor Bedard. C'est Ryan Donato. C'est le seul joueur il joue sur un 3e trio. C'est le seul qui a peut-être une chance de gagner un peu plus de minutes de jeu. Puis dans son cas, il n'a pas accès à Bédard jamais. Fait qu'il va avoir accès à peut-être à de meilleurs alliés. Ça demeure, ça reste à prouver. Là. On s'entend que c'est. Tu me demandes lequel qui pourrait. C'est pas mal le seul que je vois. Teravainen, en fait, Bédard ou pas Bédard, Teravainen est un joueur que j'ai dumperais. Ça va vraiment pas bien pour Teravainen cette saison. On lui a vraiment confié un rôle
je vais quasiment dire strictement défensif avec les Hawks. On le fait jouer sur un deuxième trio avec Frank Nazar et Tyler Bertuzzi comme le joueur défensif du trio. Là. On s'entend que Frank Nazar est un jeune joueur de centre. Bertuzzi n'est pas reconnu pour ses talents défensifs. Non, c'est Teravainen qui prend cette responsabilité-là et ça paraît dans ses chiffres. Il ne tire que 1,1 fois par match. C'est son pire total en carrière, incluant ses 3 matchs qu'il a joués en 2013-2014, donc il y a 12 ans. En moyenne, là, dans ses bonnes saisons, il en sert entre du 2 et du 2,7 fois par match. Donc, ça n'a jamais été un tireur un franc-tireur, le Teravainen, mais il était quand même capable de diriger des tirs vers le filet. Là, il ne le fait plus du tout. Et une des statistiques qui me dérange le plus pour un pôle, évidemment, c'est qu'il joue énormément en désavantage numérique. Dans sa carrière, il y a toujours eu un peu de temps, là, grosso modo, un genre de 15-20% en infériorité numérique. Et là, il frôle le 50. On est à 42,6% en ce moment. La semaine dernière, quand j'ai regardé, il était quasiment à 48. Fait il joue énormément en désavantage numérique, ce qui fait qu'il y a moins de temps d'attaque. Et c'est vraiment le rôle qu'on a décidé de lui confier. Tu vas me dire que ça fait du sens parce que les Hawks sont une jeune équipe et très peu de joueurs qui excellent dans cette facette du jeu. Mais ça demeure un fait à ne pas négliger. Et on l'a aussi fait jouer parfois sur un troisième trio défensif avec Jason Dickinson et Ilya Mikheyev. Fait que pour Teravainen, je ne sais pas si son move d'aller avec les Hawks, c'était de jouer avec Bédard et de redorer son blason et de redevenir un attaquant de pointe. Malheureusement, ce n'est pas cette année qu'il va avoir cet impact positif-là sur Teuvo Teravainen. Retourner à ses belles amours, ses premières années lorsqu'il était avec Chicago dans les années 2014-2015. Là. Il va faire exactement à... le même nombre de points qu'il faisait lorsqu'il était avec Chicago, c'est-à-dire 35. Ben, il est quand même sur un pace de 45. Ce que je remarque beaucoup, puis peut-être pour finir sur lui, c'est que il joue par séquence beaucoup. Il a connu une excellente séquence pour commencer avec 9 points en 11 matchs. Après ça, il y a eu une séquence de 5 matchs avec 4, 5, 6 points. Puis après ça, rien pendant comme une coupe de matchs, 2 petits points par-ci par-là, et c'est tout. Le fait qu'il ne tire pas en plus, ça ne vous aide pas. Il tire à 18%, fait qu'il tire de manière beaucoup trop élevée pour un gars qui ne tire pas. Jumelez ça avec la perte de Connor Bedard, c'est vraiment un dump. Puis si vous voulez peut-être l'échanger, peut-être si vous êtes capable d'aller récupérer, écoute, un petit upgrade de choix au repêchage, mais sinon, là, passez à un prochain appel. Il y a des joueurs sur le waiver wire, comme la semaine dernière, Luke Evangelista, dont on vous avait parlé et qui a explosé. Donc, écoutez-nous pour les chases puis les dumps. Des fois, ça vaut la peine. Soyez pas patient pour certains puis passez à autre chose. Pull the trigger, comme on dit. Le prochain joueur, le troisième joueur à aller dumper, ben, on retourne à Seattle avec Capo Caco, qui lui, écoute, tu l'as dit assez brièvement tantôt, Seattle, ça va pas bien. Puis je pense que pour les mêmes un peu raisons qu'on a dit pour Shane Wright, ça n'aide pas Capo Caco depuis son retour de blessure qui ne performe pas non plus. Mais Capo Caco, il n'a jamais été bon. Je m'excuse. Là. Ouais. Non, il n'a jamais été bon. Quand on regarde, je regardais mon écran, là, mais quand on regarde les statistiques qu'il a, son meilleur pace, c'est celui de l'année dernière, dans lequel il a fait 46 points. Là, un pace de 46, il a fait 44 en 79. Et c'est tout. Après ça, il y a une autre seule saison de 40 points. On ne va pas plus loin que ça. Là. Je comprends que c'est un deuxième choix au total. Je comprends qu'on avait énormément d'espoir en lui. Mais il va avoir 25 ans en février. Il ne joue même pas 14 minutes par match. Il tire à peine 1,4 fois par match. Il ne joue pas sur le premier avantage numérique. Il ne sert à rien dans un pool de hockey. Il y a pas de. Et quand on regarde les statistiques périphériques, là, c'est archi nul. Il y a 4 mises en échec depuis le début de la saison. Là. C'est vraiment, vraiment mauvais. Il n'y a aucun rôle dans cette équipe-là. En ce moment, il y a 3 points, là, 1 but, 2 passes. Ces 2 passes sont des passes secondaires, ce qui n'est pas super positif. Oui, son taux de tir est bas, il est à 5,3 %. Il manque un but à sa fiche. Donnez-y un but, c'est 4 points en 14 matchs. On va pas très, très loin avec ça. Il n'y a pas beaucoup d'essence dans le réservoir. Et Kako, je veux juste ajouter que sur ces 3 points, il y a un match de 2 points. Donc, il a joué 14 matchs et il a fait des points dans 2 rencontres seulement. Ces 2 points dans le même match, c'était 2 passes qui étaient secondaires. Donc, franchement, tous les indicateurs qui indiquent qu'il faut passer à autre chose aussi avec Capo Caco. Assez express, c'est un jeune joueur. Tu sais, mettons Shane Wright, je comprends, il y a 22 ans. Je comprends certaines personnes de vouloir dire « Ah, ben, je vais le garder puis je vais espérer. »
Là, Capo Caco, là, c'est fini l'espoir. Là, il a 25 ans. Il a prouvé qu'il n'était pas capable de produire à ce rythme-là attendu de lui. C'est devenu je ne vais pas dire un bust, mais c'est pas loin d'un bust. Ben écoute, c'est 164 points en 393 matchs, c'est 0,42 points par match. Il a passé ce threshold-là du 200 matchs. Écoute, il est peut-être pas à celui du 400. D'habitude, on attribue le threshold du 400 matchs à des très petits joueurs ou des très grands joueurs. On va en reparler un petit peu plus tard d'ailleurs de ce threshold-là pour un joueur à aller chasser. Mais effectivement, Capo Caco qui démontre rien et démontre pas qu'il va revenir à son rythme de l'année dernière. Dernier joueur à aller dumper cette semaine. On en a parlé un petit peu par-ci par-là et à un épisode en début d'année, en début de saison. Alexis Lafrenière. Écoute, c'est la semaine que tu pulls the trigger sur Alexis Lafrenière puis que tu dis assez, c'est assez. Assez, c'est assez pour la fille. Je comprends que là, le dump, c'est peut-être un peu fort. Je suis d'accord là, que je pèse peut-être un peu fort sur le crayon. Il y a sûrement quelqu'un quelque part qui voudrait l'échanger. Mais c'en a un autre là, qui est rendu à 24 ans. Il a joué 413 matchs dans la Ligue nationale. Là, il a joué cette année avec Panarin, Zibanejad, Trocheck, Miller. Il a passé tous les attaquants de pointe des Rangers et il n'est pas capable de produire ne serait-ce qu'un rythme de 50 points. Il l'a fait une seule fois il y a 2 ans, il a fait 57 points. Super belle saison. Je faisais partie de ceux qui se disaient, bon, ben, c'est ça Lafrenière. Tu sais, c'est un gars de 60 points. Il avait 22 ans. Ça faisait 4 ans qu'il était dans la Ligue. Et là, il n'est jamais capable de revenir. En début de saison, il tirait énormément au filet. Son pourcentage de tir était très bas. Mais là, c'est plus le cas. Il marque sur 11,1 de ses tirs. Il joue en avantage numérique, 51 d'avantage numérique, il est là. Tu sais, une minute sur 2 en power play, Lafrenière est sur la glace. Il y a 2 points en power play. Il y a 2 points. Ouais. C'est indécent. Il joue 17 minutes. Il n'est pas capable de produire. Puis l'échantillon commence à être de plus en plus long. Puis le test de l'œil le démontre aussi. Tu sais, il n'est pas impliqué dans le jeu nécessairement. Donc, pour moi, Lafrenière, c'est terminé. Là, je lance la serviette. J'en veux pas. Tu sais, c'est pas un joueur que je vais tenter de prendre, tu sais, de prendre une chance avec lui. J'en ai ras le pompon, comme diraient mes aïeux. Mais sinon, c'est fini. Voilà, goodbye Lafrenière. C'est ça, j'ai perdu espoir. Fait que, tu sais, Lafrenière, Caco, pour moi, là, c'est deux Rangers qui ont jamais, deux anciens Rangers ou deux Rangers, deux choix de repêchage des Rangers très, très hauts qui n'ont jamais été capables de s'installer dans la Ligue nationale de façon permanente et convaincante. Lafrenière, c'est un gars de fin de deuxième, début troisième trio, sans plus, malheureusement. J'avais espoir, mais là, j'en ai plus. Drapeau blanc pour Lafrenière. Drapeau blanc pour Lafrenière, c'est très bien dit. Rien à rajouter sur lui, franchement. Tu l'as dit, son échantillon commence à être trop grand. Passons au prochain, tout simplement. Il ne vaut plus la peine. Et maintenant, passons aux joueurs à aller chasser le bout le plus fun, selon moi. C'est là qu'on met nos lunettes roses, puis qu'on vous dit les joueurs les plus importants. Et on commence avec un premier joueur qui, écoute, pour la petite histoire, toi et moi, on a travaillé ensemble lors de nos vies professionnelles à l'extérieur du podcast, évidemment. Tu m'avais écrit un petit mot sur un post-it que Ryan Pollock allait faire plus de 40 points cette saison-là. Il ne l'avait pas fait. Et j'ai gardé ce post-it-là. Je ne l'ai pas avec moi, malheureusement, pour aujourd'hui, pour la vidéo, mais j'ai encore ce post-it-là. J'ai voulu le garder parce que je sais que c'est un joueur qui t'aimait beaucoup par le passé. Il joue très bien en ce moment avec les Highlanders. C'est un joueur, normalement, qui était très pertinent dans des poules de catégorie parce qu'il frappe, il bloque, il est capable de tirer de temps à autre. Ces temps-ci, ben, il récolte des points, puis il devient encore plus pertinent dans des poules qui ont considère juste des points. Ben oui, mais la raison est très, très simple. Tu connais-tu un joueur qui s'appelle Kel McCarr? Really? Really? Ou, ou Ouais, ça me dit encore, quelque chose. ouais, ou son partenaire de jeu Devin Taves. Mais Ouais. Ryan Pollock, c'est le Devin Taves des pauvres. Oh! Parce qu'il joue avec Matthew Schaefer. C'est pas plus compliqué que ça. On a mis Ryan Pollock avec Matthew Schaefer parce que bon, c'est un vétéran, c'est un gros bonhomme. C'est un gars qui a déjà été quand même, là, à l'époque justement que je pensais qu'il allait faire 40 points, relativement offensif. Il y a quand même des saisons où il tirait 2,7 fois par match, 2,4 fois par match. Il y a quand même un peu de cette fibre offensive-là qui, je pense, aide à son matching avec Matthew Schaefer. Il s'enligne sur une saison d'une quarantaine de points.
Et il n'a pas marqué beaucoup encore. Tu sais, il manque un but à sa fiche. Et quand tu regardes dans ses statistiques avancées, ben, son taux de passe secondaire est à 60. Tu vas me dire, c'est élevé, mais il a souvent fait ça, là, du 55, du 56, du 57. Il commence 50 des mises en jeu en zone offensive, ce qui est plus que toutes les saisons de sa carrière, à l'exception de sa Exact. saison recrue, parce qu'il joue avec Matthew Schaefer encore une fois. Fait que j'y crois vraiment de plus en plus à ce que Ryan Pollock devienne un joueur de 35-40 points. Encore une fois, c'est le Devin Taves des pauvres, là, donc il ne fera pas 50. Il ne faut pas virer fou. Mais je pense qu'il a ce potentiel-là de bien s'installer. Tony DeAngelo est de plus en plus mis de côté. Il n'y a pas vraiment d'autres défenseurs offensifs là, qui peut générer un peu d'attaque du côté des Islanders. Romanov est blessé pour la saison. Là. Euh, Exact. donc, j'aime beaucoup les chances de Ryan Pollock de s'imposer dans ce rôle-là de, je ne veux pas dire numéro 2, là, mais de second violon. Et c'est un défenseur qui est quand même capable de gruger des minutes aussi. Il joue du 21, du 22, du 20 minutes depuis le début de la saison et de sa carrière, ce qui fit avec une verte recrue comme Matthew Schaefer. Je pense que je l'aimerais encore plus s'il jouait en avantage numérique dans ces années. Écoute, à part l'année dernière où il a été en deçà de la minute en power play, il jouait toujours environ une minute et demie, 2 minutes, des fois, vers les années de pandémie. En avantage numérique. En ce moment, c'est 7 secondes. Mais comme tu as dit, c'est un Devin Taves des pauvres. On parlait de Brock Faber au début d'épisode avec Quinn Hughes là, qui va en profiter. Tu as parlé de Mhm. Ronek dans les Canucks. Ce genre de joueurs-là qui sont capables d'être deuxième violon d'un bon joueur offensif, d'un bon défenseur offensif, ils peuvent être pertinents dans des poules de hockey, même s'ils n'ont pas d'avantage numérique. Ryan Pollock en est un excellent exemple. Puis je le disais, il frappe un petit peu moins que dans les dernières années, certes, bloque un petit peu moins, mais je pense que là, en ce moment, on va lui donner encore Mais plus de déploiement jusqu'à la fin de l'année. Il va avoir beaucoup, beaucoup de chances de encore mieux performer et de surperformer. il frappe moins et il bloque moins parce qu'il commence juste moins souvent dans sa zone. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que voilà. Prochain joueur à aller chasser, un des joueurs que j'adore, dont le nom que j'adore le plus dans la Ligue nationale de hockey, un joueur des Sharks de San Jose. Shout out à Brian Biondi, qui est un des plus grands fans des Sharks que je connaisse au Québec. Colin Graff, le gars avec un nom d'équipement de hockey. Ceux qui savent, savent. Le petit G, le petit G dans le petit logo jaune des patins avec les petits croix jaunes. Shout out aussi aux gars de Bar Down à TSN qui font des quiz dont toi et moi, c'est des grandes inspirations, ces gars-là, qui ont fait un quiz récemment sur les équipements. Vous irez l'écouter aussi. Fait Colin Graff à San Jose, qui, il y a quelques blessures en ce moment. Will Smith risque d'être blessé un peu. Kourachev aussi. On va peut-être y donner un peu plus de temps de jeu, puis c'est pour ça que tu nous dis d'aller le chasser cette semaine. En fait, Kourachev et Will Smith ont été mis sur la liste des blessés pour le moment. Donc, il y a vraiment de la place sur le top 6 des Sharks. Je t'annonce en primeur que le top 6 des Sharks, que la profondeur des Sharks, c'est mince. C'est pas un Ah secret. ouais? Ouais. C'est vraiment très, très mince. Euh, Et au-delà de Celebrini, Toffoli et Eklund qui ont pas mal leur place assez cimentée sur ce top 6-là, il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs qui s'y retrouvent. On va avoir le choix pour compléter le top 6 avec Alex Wenberg, qui a une belle séquence actuellement parce qu'il joue en avantage numérique et qui risque d'être le deuxième centre. Euh, Jeff Skinner et Ty DeLandrea, que j'ai de la misère à dire son nom, et Colin Graff, qui occupe actuellement ce rôle chez les Sharks. Il y a eu 2 passes lors de son dernier match le 13 décembre dernier. Et on lui a donné beaucoup de temps de glace. Il a joué 19 minutes, il a joué 16 minutes à ses dernières rencontres. Il a 5 points en 5 matchs. Je suis conscient qu'il n'aura pas ce rythme-là sur une saison complète. Mais qui sait, peut-être que c'est lui qui va avoir la place à la gauche de McLean Celebrini pendant l'absence de Philippe Kourachev. Les trios ne sont pas encore cimentés, ne sont pas encore refaits du côté des Sharks. Mais il a cette possibilité-là, Colin Graff, de s'imposer. Et lors du dernier match, il a joué sur un troisième trio. Il a joué avec Kourachev aussi un petit peu. Il a joué avec William Eklund et Alex Wenberg. Bon, pas longtemps, tu vas me dire, mais ils ont quand même joué ensemble. Donc, il a essayé. Il va se promener dans l'alignement des Sharks, ce jeune Colin Graff, qui a quand même déjà 23 ans, le jeune, mais ce qui est bon pour Lafrenière est bon pour Colin Graff aussi. Mais je n'haïs pas cette perspective-là d'avoir un jeune joueur qui peut avoir une belle séquence en jouant avec des joueurs très talentueux comme McLean Celebrini ou Victor Eklund. J'ai dit Victor, c'est William Eklund, pardon. William McLean, oui. Euh, il va commencer à me mélanger entre les deux, c'est fini. Donc, j'adore Colin Graff
pour un chase un peu obscur dans une ligue un peu plus profonde, si les Sharks sont d'office là, un soir donné, Colin Graff est une belle option. C'est pas faux. Je vais commencer moi aussi à le regarder, à voir comment il va performer dans les prochaines semaines. C'est un joueur qui tire pas beaucoup cette saison de manière globale, juste un tir par match avec 18. Tu vas me dire, vous allez nous dire si vous nous écoutez que c'est d'habitude, c'est le genre de red Mais il flag qu'on tire n'aime pas plus dans beaucoup. ses derniers matchs. Mais il tire, c'est ce que j'allais dire, il tire plus dans ses derniers matchs. C'est un joueur qui a un potentiel. Il jouait à Quinnipiac à l'université, avait connu des saisons, là, 59 points en 41 matchs, 49 points en 34. Arrive à sa première année professionnelle dans la AHL, 35 points en 40 matchs dans la AHL. C'est pas mauvais. Je pense vraiment que ce Non. gars-là est capable d'avoir une touche offensive s'il est mis dans une disposition, comme tu l'as dit, avec un déploiement avec Macklin Celebrini ou d'autres joueurs qui sont excellents offensivement. S'il peut tirer puis continuer comme ça, ouais, peut être intéressant pendant le restant de la saison. Peut-être quand les Sharks, justement, si vous avez des poules qui sont head-to-head par semaine, les Sharks jouent un peu plus de matchs cette semaine. Allez le chercher. Il en vaut la peine. Frappe une fois en plus si vous êtes une fois par match si vous êtes dans des poules de catégorie. Bon petit gars que tu nous mets sur le radar. Je suis quand même content. Je ne l'avais pas vu venir. J'étais content que tu l'aies ajouté cette semaine. Autre joueur maintenant, le troisième sur quatre qu'il faut aller chasser. On retourne aux Ducks d'Anaheim, nos amours. Michael Granlund, je sais qu'il y en a qui vont nous dire qu'il est 0-5, je pense, si je ne m'abuse, depuis son retour de blessure. Mais c'est justement pour ça que tu nous dis d'aller le chasser. C'est parce que il est dû, tout simplement. Les Ducks ont commencé à faire beaucoup de mouvements avec leur trio récemment. On les a vus, là, je veux dire, barouetter, barouetter l'ensemble de leur aliment, bizarrement, parce qu'il y avait quand même des duos qui marchaient très, très fort. Le fameux duo Carson-Gauthier qui était vraiment très, très dominant. On a décidé de le changer. Mais tu sais, quand on regarde un petit peu Granoun avec qui il va jouer, là, je vais te faire un peu la démonstration de qui il a joué, avec qui il a fait ses points, en fait. Il a joué avec Troy Terry, Leo Carlson, Killorn Strom, Vatrano, Gauthier. Fait que c'est ça. Tout le monde, en fait. Et c'est ça qui me dit qu'éventuellement, Granoun va finir par juste refaire des points parce qu'il va jouer avec Carson ou Gauthier. Il a juste pas joué avec Seneki. En fait, c'est le seul avec qui il n'a pas. Seneka ou Seneki, là, j'ai de la difficulté à. Beckett Seneke. Seneka. Non, c'est pas ça. Elle, Disons ça comme ça. regarde, lui, c'est le seul avec qui il n'a pas vraiment fait de points, mais c'est tout. Donc, puis tu sais, Gradun, c'est un gars beige. Là. C'est vraiment un gars qui est beige dans il n'est pas Ouais, sexy dans un pôle, on en a discuté souvent, mais il a toujours eu un rythme d'une soixantaine de points. Là, il est dans un rythme de 49, puis il y a eu un match de 5 points juste avant de se blesser. C'est pas soutenable dans son cas d'avoir une aussi faible performance. De point de vue statistique, il lance quand même au filet, il est en avantage numérique, il est toujours présent, il va aller récolter ses points. Et il y en a beaucoup qui l'ont droppé parce qu'il a été blessé. Moi, je continue à croire que Michael Granlund, c'est une bonne acquisition. Je comprends que c'est peut-être c'est moins évident que d'autres, mais ce genre de joueur-là, il revient d'une blessure, c'est un vétéran. Il va continuer à produire sur une longue période. On est rendu au 30e match de l'année. Là, les jeunes Ducks ont des chances de ralentir. C'est comme ouais. là, que tu commences à frapper ton mur là, en revenant des fêtes. Donc, Granlund a attrapé maintenant. Puis je pense qu'à partir de janvier, il va vraiment pouvoir prendre un rythme. Puis on va pouvoir évaluer à savoir si jamais ça va pas bien encore, là, si c'est permanent ce genre de sous-production. Mais je serais Tout à fait. surpris là, que ça soit. Les statistiques sont égales à celles qu'il a faites l'année dernière. L'année passée, il a fait 66 points. Je comprends qu'il y avait des Sharks dans le portrait, mais il a quand même fait ses points. En fait, ce qui va faire la grande différence, puis c'est peut-être mon moment du daily reminder de daily face-off, parce que tu l'as dit, il n'a pas joué avec Beckett Seneke cette année, mais en ce moment, sur daily face-off, il est mis sur une ligne avec Beckett Seneke et Mason McTavish, ce qui fait en sorte qu'il devient de plus en plus intéressant. C'est Cutter Gauthier qui est un peu la victime de cet ajustement, parce qu'il est rendu avec Ryan Strome et Frank Vatrano, chose que j'aime pas beaucoup parce que toi, tu le sais, toi et moi, on adore Cutter Gauthier, puis on veut qu'il continue à bien performer. J'aime pas trop qu'on le mette sur un troisième trio. C'est peut-être la seule chose qui me fait peur avec Granlund, parce que si on touche pas au trio Kreider, Carlson, Terry, Granlund devient l'espèce de septième du top 6 si Cutter Gauthier revient sur le top 6. Mais en général, Granlund, on va lui donner de l'avantage numérique. Je pense que c'est un excellent attaquant. Je veux juste être curieux. Vous pouvez sauter dans le train tout de suite puis espérer qu'il va partir dans les prochains matchs, ou peut-être que vous attendez un petit match ou deux, puis quand il va commencer à avoir un point, là, vous rentrez, puis il va vous en donner des points parce qu'il est capable d'en mettre, surtout au niveau des passes. C'est un excellent passeur, on l'a vu avec les Sharks l'année dernière.
Absolument. Je suis à 100% d'accord, mais c'est rare que les 7 premiers attaquants d'une équipe n'ont aucune blessure pendant 82 matchs ou qu'il y en a juste un, là, c'est rare. Donc, ça ne serait tardé qu'il y en a un là-dedans qui se blesse. Il faut être réaliste. Très juste, on souhaite aucune blessure du côté d'Anaheim, mais peut-être si vous voulez aller chercher Michael Granlund, quatrième joueur à aller chasser cette semaine, le dernier. C'est un joueur dont on a parlé du threshold des 400 matchs. Lui, il l'a passé. C'était censé être son année. Et pourtant, c'est pas tellement le cas en ce moment. C'est Cole Perfetti du côté des Jets de Winnipeg. Mais pourtant, même si ça va un petit peu moins bien à Winnipeg puis cette année pour Cole Perfetti, tu nous dis d'aller le chasser parce que, ben justement, c'est supposé être son année. Vraiment, tu parlais de ce jour du 400 matchs. Dans son cas, c'est le 200e match. Il est à 239. Donc, il devrait être dedans. Mais ce que j'aime dans Perfetti, dans ce sens d'aller le chasser, évidemment, c'est que son pourcentage de tir est très bas. Il est à 6,5%. Il devrait avoir le double début, donc il devrait aller chercher un 2 points supplémentaire. Il a commencé aussi à jouer en avantage numérique, chose qui n'était pas nécessairement le cas l'année dernière. Il a le premier trio qui est pas mal coulé dans le béton à vie, je pense, du côté des Ouais. Jets, là, que Villardy, Shifley et Kyle Connor. Ben, Perfetti est comme la quatrième roue du carrosse là, de ce trio-là en avantage numérique avec Josh Morrissey à la pointe. Il n'y a pas d'autre option. Jonathan Taves est décevant. Vladislav Namestnikov est décevant. C'est pas Alex Iafallo qui va aller chercher cette place-là. Donc, elle appartient à Perfetti et il joue en avantage numérique. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il commence à empiler un petit peu plus de points. Et ensuite, tout le reste des indicateurs, dans son cas, sont au vert, en ce sens où ce qu'il doit, il va finir par produire. Écoute, Perfetti, quand il est sur la glace, ses coéquipiers marquent sur seulement 3,5% de leur tir. Hey, C'est bas de chez bas de chez bas. mais ça montre qu'il n'y a pas de deuxième trio avec les Jets. Puis c'est Non, ça je qui sais, fait mais vraiment mal. Tes Taves n'étaient pas bons cette année. Ça n'a pas été ce qu'on pense. On pensait que c'était ça que c'était. Puis non, on pensait justement que c'était pas ça que ça allait être. Puis ben, c'était pas ça que ça allait être. On vous l'avait dit. Puis les deux autres gars, c'est Nino Niederreiter puis Vladislav Namestnikov. Je pense que ça montre à quel point. C'est peut-être ça la raison pourquoi il est à 3,5%. oui, c'est sûr, mais ça Mais ça explique devrait être mieux. pourquoi Ça devrait être mieux. il y a une seule passe secondaire sur ses 4 mentions d'aide. Il pourrait aller chercher 2 points de plus aussi ici et là. Fait que, à un moment donné, il pourrait avoir 2 buts de plus, il pourrait avoir 2 petites passes de plus. Si ses coéquipiers marquent un peu plus, peut-être c'est 3 passes de plus, 4 passes de plus. Là, je suis en train d'y ajouter 4, 5 points sur la même période. Je me Ouais. dis, s'il y avait 5 points de plus, il y aurait 11 points en 17 matchs. Je dis pas que c'est un joueur élite, mais c'est mieux que 6 en 17. Puis s'il y a une rectification statistique puis qu'il revient à un rythme un petit peu plus proche de la cinquantaine de points, ça veut dire que pour Perfetti, il a été blessé en début de saison, mais il irait chercher probablement 35-40 points d'ici la fin de la saison. C'est un excellent rythme pour ce genre de joueur-là. C'est un jeune joueur. Sa valeur est probablement au plus bas. Puis lui aussi a 24 ans, un petit peu comme Lafrenière qu'on discutait tantôt. La seule différence, c'est que Lafrenière, on a l'échantillon assez long. Ça fait longtemps qu'il a ce genre d'opportunité-là. Il n'est pas capable de la saisir. Là, Perfetti, c'est la première fois. C'est le temps d'aller le chercher. Si jamais il ne performe pas, l'année prochaine, on va vous dire que c'était pas un bon choix. Mais statistiquement parlant, ça fait du sens. C'est un joueur qui ne coûtera pas cher ou qui peut-être même sur un waiver wire. Il n'est pas pris là, dans toutes les ligues. Fait que c'est un beau risque à aller prendre Cole Perfetti. J'aime beaucoup ses chances de rebondir, d'aller connaître une saison qui était peut-être semblable à celle de l'année dernière, c'est-à-dire la cinquantaine de points. Ben, je l'espère pour lui, puis j'espère sincèrement qu'on va peut-être lui donner un petit peu plus de munitions sur son deuxième trio pour qu'il continue à performer puis à éclore à Winnipeg. Et c'est ce qui fait le tour de cet épisode de Dump and Chase. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on a oubliés? Allez nous écrire, commentaires, DM sur nos vidéos, YouTube, Instagram, TikTok à 100 Poules Podcast. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis on espère qu'on va vous aider à gagner votre pool cette année. Salut les poolers.